Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues de la partie administrative de l'Association des maires du Tarn. Et bonjour à toutes et à tous les maires présents ce matin. Deux mots de présentation. Claude Boffis, donc, qui aujourd'hui est avec vous pour échanger sur la déontologie des élus. Je dirais que c'est un domaine qu'aujourd'hui je connais bien, puisque j'ai commencé avec le déontologue des agents depuis 2017, donc une petite expérience aujourd'hui assez concrète et assez forte dans le domaine. Et pour ce qui concerne les élus, ben, je vous dirais que sur l'Occitanie, en général, aujourd'hui, je dois avoir à peu près un peu plus de 200 conventions avec les différents maires ou communautés de communes qui ont bien voulu me solliciter. Donc, je suis entièrement à votre disposition. Mon ancien métier, je le précise, non pas pour faire le fanfaron, mais pour vous montrer que ça peut aider dans la compréhension et dans les questions que vous pouvez poser. Donc, j'ai œuvré pendant plus d'une dizaine d'années en tant que magistrat à la Chambre régionale des comptes, tantôt à Toulouse, tantôt à Montpellier, et que cette expérience est effectivement très, très importante dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui et qui vous intéresse plus particulièrement. Et en tous les cas, sur la partie conflit d'intérêts, puisque aujourd'hui, c'est allez, je vais dire 90% du questionnement et des dossiers que j'ai à traiter, tant pour les agents que pour les élus, traitent de cette problématique de prévention. Voilà pour mon introduction, Monsieur le Président. Peut-être revenir au sondage et donner la parole à Madame Enjalbert. Oui, alors bonjour à tous. Je vais me représenter. Donc, je suis Emeline Enjalbert, étudiante en deuxième année de BUT carré juridique sur Rodez. Et je travaille actuellement en tant que stagiaire aux côtés de Monsieur Courbathieu sur la mise en place du référent déontologue de l'élu local. Alors, ma contribution sur ce sujet de la déontologie locale, elle a débuté au mois d'avril lorsqu'on vous a communiqué un sondage pour faire un point sur la mise en place du référent déontologue. Quand on a analysé les résultats de ce sondage sur les 70 communes qui ont répondu, on a relevé que 80% avaient désigné un référent déontologue, ce qui est plutôt positif, dont la majorité ont désigné Monsieur Boffis. À la suite de ce sondage numérique, j'ai procédé à un sondage téléphonique auprès d'une dizaine de communes seulement pour justement continuer à recueillir les questions que vous, en tant que maire, vous pourriez soulever sur cette mise en place. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner une réponse. Voilà. Alors, pour cet échange, on va procéder de la sorte. Je vais moi-même poser les questions que vous avez soulevées à Monsieur Boffis et il y répondra en essayant de vous donner une réponse la plus claire possible. Voilà. Président, donc Madame Enjalbert démarre. Hein. Donc, la première question qui a été soulevée, c'est sur quel domaine s'étend la compétence du référent déontologue? Vous me passez la parole là? Oui. Ok, donc je réponds sur cette première question. La réponse est très, très, très aisée et très facile, puisque comment je vais vous dire, dans la législation relative à la déontologie des élus, le référent déontologue ne peut intervenir et ne peut se prononcer que sur des questions qui ont trait aux 7 points de la charte de l'élu local. Donc, il suffit de se référer à la charte de l'élu local et je peux intervenir uniquement sur ces 7 points. Alors, je ne vous cache pas que la petite expérience que j'ai aujourd'hui, certains et certaines de vos collègues me posent parfois des questions qui sont à la marge de cette charte de l'élu local. Donc, j'ai un petit contact téléphonique avec eux en leur disant, écoutez, si vous voulez que je vous réponde, il faut que vous fassiez le nécessaire pour que votre questionnement intègre la charte de l'élu local. Et dans 95% des cas, la question est formulée d'une telle façon qu'effectivement, je peux y répondre puisqu'elle se réfère à la charte de l'élu local. Donc, pour faire simple et pour terminer sur cette première question,
Les compétences du déontologue sont clairement établies dans les 7 questions, les 7 références, pardon, dans la charte de l'élu local. Merci. La seconde question qui a été soulevée, c'est à quel moment faut-il saisir le référent déontologue? Très bonne question. Nous sommes aujourd'hui plus dans dans une logique de prévention. Donc, il faut saisir le déontologue des élus, comme des agents d'ailleurs, le plus tôt possible. On ne va pas faire du curatif, on va faire du préventif. J'appelle votre attention de façon solide, réelle et sérieuse, comme diraient les juristes, parce qu'aujourd'hui, même pour les petites communes, la problématique du conflit d'intérêts est une réalité. Il ne faut pas grand-chose pour qu'aujourd'hui, vous soyez à la frontière du conflit d'intérêts, voire plus grave, de la prise illégale d'intérêts. La différence entre les deux, c'est que la prévention du conflit d'intérêts, ça se traite au niveau du tribunal administratif avec un juge administratif. L'autre problématique de la prise illégale d'intérêts, c'est avec le juge pénal. Et je puis vous assurer aujourd'hui que toute la jurisprudence le prouve, le juge pénal est beaucoup plus sévère envers les élus que le juge administratif. Donc, il vaut mieux prévenir et me saisir le plus en amont possible si vous avez le moindre doute, puisque cette problématique du conflit d'intérêts rentre parfaitement dans la charte de l'élu local. C'est le 2 ou 3e point. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, réponse à la question numéro 2, saisir le référent déontologue le plus tôt possible pour le questionner. Même si l'on a un doute, n'hésitez pas, faites la démarche le plus tôt possible. Très bien, merci. Ensuite, c'est poser la question du coût que peut engendrer la mise en place du référent déontologue pour la commune. Bon, là aussi, hein, je vais vous répondre sur le plan légal. Sur le plan légal, la loi a prévu une indemnité pour chaque dossier traité par le référent déontologue. Et d'ailleurs, il y a une autre question, je crois, qui traite également de cette problématique. À la fois, le décret de mémoire, c'est le décret 2022 qui fixe le tarif, et ça a été repris par la note de la DGCL, qui est plutôt bien faite, qui reprend l'ensemble. Aujourd'hui, une intervention du déontologue sur une question que vous seriez amené à poser, messieurs et mesdames les maires, c'est 80 €. Pour être tout à fait concret, parler en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire que chaque fois que j'interviendrai sur une question que vous me posez et que je vous produirai un rapport écrit, bien évidemment, vous aurez à tirer le bandit manchot et à sortir 80 €. D'accord. Peut-être, monsieur Beaufils, il y avait une question liée à la mise en place. La mise en place en tant que telle, il n'y a pas de coût relatif à la Ah mise non, en la place. mise en place en tant que telle, il n'y a pas de coût. Il suffit que la collectivité sollicite le déontologue, que le déontologue donne son accord, qu'une délibération soit prise et l'affaire est lancée. Il n'y a pas de coût. Le coût, il est à la prestation. Effectivement, il n'est pas à la mise en place. Très bien. Ensuite, c'est poser la question de quelles sont les missions, quel est le rôle rempli par le référent déontologue. Alors, le rôle et les missions du référent déontologue, je viens un petit peu d'entrer dans la question qui est posée. Elles sont d'abord, il faut savoir que le référent déontologue ne va à vous, mesdames et messieurs les maires, qui voudraient me solliciter, je vous fournirai des conseils et un avis. En aucun cas une décision. La décision finale, elle vous revient en tant qu'élu. C'est à vous avec les informations que je vous aurai données, si elles vous conviennent et si elles vous aident, c'est vous qui prendrez la décision. Donc, j'interviendrai une fois de plus sur les 7 points de la charte. Je vous dirai, je vous conseille de le faire, je vous déconseille de le faire, ou je vous recommande de le faire avec cette précautions. Mais en aucun cas, je ne vous dirai faites ceci, faites cela. On est bien d'accord, ce sont des conseils et un avis. Une autre question s'est penchée sur l'utilité ou l'intérêt de mettre en place un référent déontologue pour une commune petite ou très petite. Alors la loi, elle ne distingue pas les très petites, les petites et les grandes. C'est toutes les collectivités territoriales doivent mettre à disposition des élus un déontologue des élus. Cela étant,
il est bien évident que j'ai quelques conventions de collectifs, de communes de 5 à 10 personnes, 10 habitants, pardon, donc avec un conseil municipal restreint. Cela étant, la loi doit être appliquée. Mais je dirais que peu importe le nombre d'habitants ou comment dire, la quantité d'élus présents, à partir du moment où l'on gère des fonds publics, on est susceptible d'entrer dans un conflit d'intérêts et l'utilité du référent déontologue, quel que soit, au premier centime public utilisé, la présence du déontologue est plutôt intéressante, puisqu'aujourd'hui, j'insiste bien, les conflits d'intérêts sont regardés d'un œil très, très pointu. Comment je vais dire ça? La problématique sociétale envahit aussi le politique. Et faites bien attention, effectivement, un contentieux pour un conflit d'intérêts est très vite arrivé. Donc, quelle que soit la taille de la collectivité, dès l'instant qu'on manipule 1 centime d'argent public, on peut être susceptible de conflit d'intérêts. Donc, il n'y a aucune. Alors, par contre, effectivement, peut-être qu'on y reviendra dans les questions. Les petites. Enfin, moi, j'ai essayé, si vous voulez, un peu d'historique pour bien comprendre les choses. La première déontologie publique et le premier service de déontologue a été en direction des agents. C'est la loi de 2016, d'accord? Donc, tout agent public aujourd'hui, c'est un droit pour lui, peut consulter un déontologue. C'est la loi 2016. Ensuite, il y a eu la loi de 2019 qui s'est ouverte aux employeurs publics. Donc, c'est à vous, messieurs et mesdames les maires, mais en tant employeur public, pardon, non pas en tant qu'élu susceptible de conflit d'intérêts. Il faut bien faire la différence. Donc, la déontologie vous permet aujourd'hui, si vous avez un agent qui vous sollicite sur un conflit, sur un cumul d'activités, par exemple, ou là aussi une possibilité de conflit d'intérêts de sa propre personne parce qu'il travaille avec sa compagne, parce qu'il est proche d'une entreprise où il a un cousin, etc., etc., vous pouvez effectivement solliciter. Là, ça relève de l'obligation de gestion des centres de gestion. D'accord? La déontologie des élus dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une mission obligatoire des centres de gestion. Ce qui fait que le déontologue élu et les collectivités intéressées ont passé des conventions qu'on appelle de gré à gré. Comme je vous le disais, moi j'ai aujourd'hui plus de 200 conventions de gré à gré avec différentes collectivités. J'avais proposé dans mes discussions avec les élus de plutôt faire remonter. Alors, moi, je vous livre mon avis, hein, je ne vous demande pas de le partager, peut-être que je mettrai le pied dans le plat, je dis des fois des conneries, je les revendique, mais moi, j'avais essayé de faire remonter cette problématique au niveau de l'interco. D'accord? Il me semblait plus logique, en tous les cas pour les petites collectivités, qu'il y ait un service au niveau de l'interco qui s'appelle le déontologue des élus, qui soit mis à disposition de l'ensemble des élus adhérents. Ça n'a pas été possible. Pour l'instant, sur les 200 conventions dont je vous parle, j'ai une seule communauté de communes qui a mis en place ce système, c'est-à-dire qu'elle a pris le déontologue élu, elle a dit j'en fais un service et je le mets à disposition de mes communes membres ou adhérentes. Je pense que c'était plus intéressant pour travailler. En tous les cas, pour moi, j'avais un référent, j'avais un contact unique, etc. Donc aujourd'hui, la situation s'est passée de là. Aujourd'hui, la situation, c'est les communautés de communes ou les communautés d'agglomération ont obligation de désigner un référent déontologue élu pour leurs propres élus de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo. Et les communes membres qui voudraient se rattacher à l'élu de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo doivent demander l'accord du déontologue. Vous voyez, c'est une procédure assez lourde aujourd'hui. Hein. Ce qui fait que pour le Tarn, puisque nous sommes dans le Tarn aujourd'hui en particulier, j'ai un certain nombre de communautés de communes qui ont proposé qu'effectivement je devienne le déontologue élu des communes membres, mais encore faut-il que ces communes membres me saisissent et prennent leur propre délibération. D'accord? Ils auront le même déontologue élu que celui de la Comcom, mais ils auront fait la demande et c'est eux qui auront pris la propre délibération. À mon avis, ça c'est un peu superflu, un peu superfétatoire. Mais en tous les cas, la loi elle est comme ça aujourd'hui. Donc vous devez, même si vous êtes président d'une Comcom et que vous souhaitez mettre ce service à destination de vos élus, des communes membres, pardon, ces communes membres doivent me solliciter pour que je donne mon accord. Est-ce que j'ai été clair?
parce que ce n'est pas toujours très, très simple à porter. Merci, Monsieur Beaufils. Une question, Président? Ouais, ça y est. Non, juste, vous avez dit, Monsieur Beaufils, que vous étiez à la disposition de tous les élus. Donc, chaque élu peut vous interroger sur le comportement qu'il a à avoir, lui-même, quoi. Mais est-ce qu'on peut vous interroger sur le comportement qu'a un autre élu? Non, la réponse est claire, non. Je vous en parle en connaissance de cause. D'abord, je vous rappelle que dans les 7 points de la charte de l'élu local, ce n'est pas prévu. Et par expérience, j'ai eu aussi ce type de questionnement. Je m'en suis ouvert à certains juristes et à la haute autorité en particulier, puisque je travaille bien avec eux. Et la réponse, elle est claire, c'est clairement non. Un élu ne peut solliciter le déontologue des élus que pour sa propre situation. Ce qui sous-entend, Monsieur le Président, qu'un élu, parce que j'ai eu le cas, moi je vous dis tout, on est tous entre grands garçons et on sait ce qu'il faut répéter et pas. J'ai eu effectivement des élus de l'opposition qui me sollicitaient, qui voulaient m'utiliser, qui voulaient. D'où l'avantage, je vous dis, vous avez l'avantage d'avoir un vieux soldat avec vous. Hein. Moi, on m'embarque pas n'importe où. Hein. Donc effectivement, j'ai eu le cas d'élus locaux de l'opposition qui m'ont pas dit qu'ils étaient de l'opposition, mais je le sentais venir et qui voulait m'embarquer dans une manipulation. Donc, j'ai dit stop, là, on ne peut pas. Là, si vous voulez me poser la question, vous me la posez par rapport à la charte. Si ça rentre dans la charte, je vous répondrai. Et voilà, donc effectivement, votre question est tout à fait intéressante et la réponse est tout aussi claire. Merci, Monsieur Beaufils. Madame Jalbert, on laisse poursuivre. Oui. Une autre question qui a beaucoup été soulevée, c'est au niveau du caractère obligatoire de la mise en place du référent déontologue. Est-ce qu'une commune est contrainte de mettre en place un référent déontologue? La réponse va être rapide, là, c'est oui. Ce n'est pas Claude Office qui le dit, c'est la loi, à la fois la loi 3DS. Et je vous invite, vous pouvez inviter d'ailleurs vos collectivités à prendre connaissance de la note. Je pense que la note de la DGCL, elle résume bien un peu la situation que nous évoquons aujourd'hui. Donc, réponse à la question, oui, toutes les communes doivent mettre en place un référent déontologue élu. Très bien. Alors, qui n'est pas forcément, pardon, hein, je complète, qui n'est pas forcément Claude Beaufils. Hein, les collectivités peuvent aller chercher bien ailleurs d'autres gens compétents, d'autres agents compétents, mais la désignation est une obligation. D'ailleurs, je pense que les préfectures, dans quelque temps, vont tirer la sonnette en demandant que… Parce qu'il y a beaucoup de retardataires aujourd'hui hein, sur certains départements. Effectivement, j'ai pas mal de demandes, mais on est loin d'avoir fait le plein. Très bien, merci. Et une des dernières questions qui a été soulevée, vous avez déjà commencé à apporter des éléments de réponse, c'est si l'intercommunalité a désigné un référent déontologue, dois-je en tant que maire désigner un référent déontologue pour ma commune? Alors, j'ai effectivement répondu tout à l'heure. Je clarifie et je complète ma réponse précédente. La communauté de communes a un référent déontologue. Ce référent déontologue peut être le même pour les communes adhérentes, à condition que la commune adhérente fasse la demande d'accord du déontologue et qu'il prenne ou qu'elle prenne, la commune, sa propre délibération. Mais le déontologue peut être le même, il n'y a pas de souci. Entre la Comcom et la mairie, ça peut être le même déontologue, il n'y a pas de souci, mais il faudra 2 délibérations. Une délibération de la Comcom pour son propre déontologue et une délibération de la commune pour son propre déontologue, qui, bien souvent, est la même personne. Et une des dernières questions qu'on voulait vous poser, Monsieur Beaufils, c'est si vous êtes disponible pour devenir référent déontologue pour des communes du département qui n'auraient pas encore mis en place de référent déontologue. Je souris parce que j'ai pris comment dire, l'image, je suis un peu la voiture balai. Prenez-le au bon sens du terme, hein, c'est pas du tout négatif. Hein. Je suis un gentil garçon, moi. Donc, effectivement, alors j'en reçois encore aujourd'hui, et vous verrez, ceux de vos collègues qui me contacteront, je vais leur dire, vous savez, je suis très, très, très sollicité, ce qui est une réalité, mais je donne ma priorité aux collectivités d'Occitanie. Donc, effectivement, en plus, je me doute bien, on est tout à fait à l'aise entre nous,
qu'aujourd'hui, ce n'est pas le déontologue élu qui me donne le plus de charge de travail, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le déontologue agent, mais j'ai commencé bien avant, on est tout à fait d'accord, je travaille quasiment sur toute l'Occitanie aujourd'hui, je dois être à 700 avis pour les agents, hein, donc ce qui est quand même aujourd'hui assez considérable. Pour les agents, pour les élus, donc on a commencé début d'année, on va le dire comme ça, j'ai dû faire une dizaine ou une douzaine, non, plutôt une petite dizaine de réponses à des sollicitations. Donc vous voyez, comment dire, les sollicitations, le chiffre des sollicitations est complètement différent. Cela étant, je suis intimement convaincu que comment dire, la pression sociétale sur les élus et les différents contentieux aujourd'hui qui nourrissent la jurisprudence sur la prise illégale d'intérêt va faire en sorte que les élus vont solliciter des référents déontologues de plus en plus. Et je le sens, ça commence à monter tout petit, tout doucement, mais ça commence à monter, y compris dans les petites collectivités d'ailleurs, hein. C'est pourquoi je vous disais, dès l'instant qu'on gère un centime d'argent public, il faut être très, très, très attentif. Oui. On vous remercie beaucoup, Monsieur Beaufils. Président, peut-être en fait laisser du coup l'ensemble des collègues poser leurs questions directement, peut-être des questions bien sûr d'ordre général hein, qui n'impliquent pas en fait, on va dire, de consultation spécifique au personnel, mais voilà. Jean-Marc. Non, j'avais juste réactivé le son, c'est là que mon téléphone sonne, pardon. Non, moi je comprends bien ça. On a en demi-heure de discussion, je pense qu'on a déjà éclairci énormément de points et levé beaucoup d'incompréhensions éventuelles. Je pense que les questions vont venir sur des points très particuliers sur chaque commune, mais de façon générale, en restant aux questions de principe, je pense qu'on a déjà les réponses essentielles, quoi. On a déjà la trame et le mode de fonctionnement enfin, comment doit être la relation entre la commune, le maire et les conseils municipaux et leurs déontologues. Puisque c'est la mairie qui conventionne avec le déontologue et le déontologue est accessible à tous les élus. C'est ça, exactement. Exactement. Et j'insiste bien aussi, je ne l'ai pas dit, mais votre question, votre intervention, Monsieur le Président, me fait rebondir. La saisine du déontologue par quelque élu que ce soit, hein, de l'ensemble si on prend une mairie, de l'ensemble du conseil municipal, est totalement confidentielle. C'est-à-dire que l'élu ne va pas aller voir le maire en disant « Monsieur le maire, j'ai sollicité le déontologue », d'accord? Et le déontologue n'appellera pas le maire pour lui dire « Il y a un de vos adjoints qui m'a sollicité », d'accord? C'est bien le budget communal qui payera la prestation. C'est le budget communal qui paye la prestation. Alors, effectivement, c'est aussi une mise à jour intéressante que vous faites. C'est-à-dire que là, vous êtes soumis, je vais le dire comme ça, à l'intégrité, à l'impartialité et à l'honnêteté du déontologue. Vous allez payer sans savoir qui a sollicité. Oui. Moi, je vais vous faire un petit mot en vous disant, j'ai été sollicité par un élu de votre commune à telle date, vous ne saurez ni son nom, et vous aurez la date, effectivement, et c'est tout. J'ai été sollicité à telle date par un élu de votre collectivité. Et vous mettrez 80 € dans la barquette. Alors moi, par expérience aussi, je fais un tableau, hein, donc au moins la comptabilité est quelque chose d'objectif pour s'appuyer. Vous verrez, il y a un tableau de saisine où j'explique ce que je peux donner comme information, bien évidemment, mais la confidentialité est totale et je pense qu'il faut qu'elle reste totale. À partir du moment où la confidentialité et l'impartialité qui est derrière est trahie, on est dans autre chose, là. C'est plus de la déontologie. D'accord ? Mes chers collègues, des questions? Bernard? Oui, Bernard bonjour.
Bonjour, Bernard Bouvier de l'Ibercazel. Je suis aussi président d'un syndicat mixte de Scott. Est-ce qu'il y a l'obligation d'avoir aussi un déontologue pour Oui, le syndicat mixte? Oui, oui. d'accord. J'ai des exemples où de vos collègues syndicats mixtes m'ont sollicité en tant que déontologue. C'est un syndicat mixte fermé? Oui, Ok. Oui, ben, raison de plus. oui, oui, 5 OPCI. Ok. Ouais, Je d'accord, très bien. Merci. vous en prie. D'autres questions? Oui, éventuellement, Alain Ricard, la case. Allez. Monsieur Beaufils, je vous avais contacté il y a quelques mois et étant resté sans réponse, j'avais pensé que vous étiez déjà trop chargé. Donc, si je comprends bien l'échange que nous venons d'avoir, je peux reprendre contact avec vous pour ma commune. Monsieur le maire, monsieur Alain Ricard, alors tout d'abord, désolé si je ne vous ai pas répondu, parce que je passe plutôt pour un garçon sérieux et en général, je réponds. Donc, oui, oui, sollicitez-moi à nouveau, il n'y a pas de souci, et mille excuses si c'est passé au travers, mais comme je vous le dis, hein, voilà, il y en a plus de 200, donc effectivement, c'est peut-être passé au travers. En tous les cas, je m'en excuse, et c'est pas trop mon habitude. Donc, allez-y, sollicitez-moi, pas de souci. Pas de souci, je le ferai. Merci. Oui, si je peux. Oui, Je oui. vous écoute. Francis Escaton à Gut. Donc, c'était pour préciser. Donc, j'ai compris qu'il y avait un déontologue élu et un déontologue agent. Mais est-ce que j'ai bien compris que la partie du déontologue agent, c'est la mission du centre départemental du CDG? Est-ce que c'est bien ça? Ah, monsieur le maire, je suis ravi que mes explications soient allées dans vos oreilles de façon aussi complète et précise. C'est exactement cela. Les agents en centre de gestion. Alors, cela étant, comme vous savez toujours qu'il y a la loi et puis il y a ce que certains en font. D'accord? Donc, la loi, c'est ça. C'est mission obligatoire du déontologue agent pour les centres de gestion. D'accord? Mission non obligatoire pour les centres de gestion concernant les déontologues élus. Cela étant, un certain nombre de centres de gestion ont quand même pris la compétence. D'accord? Centre de gestion de l'Aude, par exemple, a pris la compétence. Centre de gestion de la Lozère a pris la compétence. Centre de gestion des Hautes-Pyrénées a pris la compétence. Centre de gestion du Tarn-et-Garonne a pris la compétence. Voilà. Mais la loi dit bien que ce n'est pas une mission obligatoire pour le centre de gestion. On est bien d'accord. Hein. Et pour la partie de ces agents, c'est la commune qui doit, alors là aussi question donc économique. Si l'agent donc sollicite le CDG à ce titre-là, donc est-ce que donc la commune est susceptible de recevoir une facture de sollicitation et comme pour vous, si un conseiller municipal de la commune donc vous sollicite, est-ce que c'est la même Alors, chose? c'est bien de poser les questions concrètes de cette façon, d'autant que la prestation du déontologue pour les agents est sans commune mesure avec le prix de la consultation pour les élus. Hein. C'est quasiment 3 fois plus. Donc, mais ne vous inquiétez pas, dormez tranquille. Si vous êtes adhérent du centre de gestion, c'est sur la cotisation du centre de gestion. Donc, pour les agents, vous n'avez pas à payer. Bon, donc, pour se résumer, l'agent saisit donc directement le CDG pour la déontologie et donc nous, enfin pour nous, c'est une affaire bien cadrée, on ne voit rien passer, quoi, et on est Non, normalement, vous ne voyez rien passer, comme vous le dites, puisqu'il y a la confidentialité aussi qui est demandée par la loi. Donc, lorsque je suis saisi par un agent, je n'appelle pas le maire pour dire, Monsieur le maire, votre agent m'a saisi. Non, hein. Alors, je vous ai bien dit tout à l'heure que la loi de 2016, c'est la loi de base hein, qui crée la déontologie pour les agents et qui a étendu, cette prestation pour les agents a été étendue aux employeurs publics. Ça veut dire que vous, Monsieur le maire, pas en tant qu'élu personnel, hein. Vous, monsieur le maire, en tant que maire, en tant qu'employeur public, vous pouvez être sollicité, parce que c'est vous, depuis le 1er février 2020, c'est vous, maire, c'est vous, président de Comcom, c'est vous, président de communauté d'agglo, qui êtes légalement chargé du contrôle déontologique de vos agents.
D'accord? Ça, il faut bien aussi le savoir, hein. C'est-à-dire que si demain, il y a un zozo qui déconne dans votre collectivité sur le plan déontologique, qui se met en conflit d'intérêts, vous allez être, vous aussi, passez l'expression, vous aussi emmerdé, hein. Donc, soyez bien attentifs. Donc, ça veut dire que si vous avez des agents qui font du cumul d'activités, par exemple, puisque c'est le cas le plus concret, qui vous sollicitent pour vous demander, puisqu'il ne peut y avoir de cumul d'activités sans autorisation de l'employeur public. Donc à ce moment-là, moi j'ai pas mal d'employeurs publics qui me sollicitent en me disant bon voilà, je suis le maire d'un tel, j'ai un agent qui veut aller faire du cumul pour couper du bois chez sa voisine, etc., etc. Est-ce que je peux le faire et comment je peux le faire et à quelles conditions? À ce moment-là, moi je vous répondrai, d'accord, mais je répondrai au maire, toujours sous couvert de la confidentialité. Ça n'aura rien à voir avec le déontologue des élus. Là, on est bien dans le déontologue des employeurs, de l'employeur public, loi 2019, d'accord? Donc là, c'est pareil, vous n'aurez rien à payer puisque c'est aussi une mission obligatoire du centre de gestion. 2016-2019, les deux législations relèvent du centre de gestion. Moi, je vous encourage à le faire. Chaque fois que vous avez un doute sur on va prendre le cumul d'activités, ça c'est le plus clair, sur un de vos agents qui va bidouiller au noir, etc., vous l'appelez, petit gars, viens voir ici, là, tu vas bidouiller au noir, tu as la possibilité de le faire à condition que tu fasses la demande et que le déontologue donne le feu vert. Je vous dis cela parce que si demain vous avez un contrôle de la Chambre régionale des comptes et qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement, vous savez, il y a toujours des petits malins qui vont savoir un certain nombre de choses lorsqu'il y a un contrôle. Donc, lors de ce contrôle, effectivement, vous avez laissé partir et sans le contrôler un agent qui va faire du cumul d'activités, vous risquez d'être ennuyé. Par contre, si vous avez demandé la formation déontologue, vous mettez le compte-rendu et l'avis du déontologue dans le dossier en disant, mais attendez, moi, j'ai pris la décision à partir d'un avis. Et l'avis, il est là. Donc ça calme le jeu. Donc ça demande pas grand-chose, c'est gratuit et ça vous laisse, vous, en tant qu'employeur public, cette fois, vous intervenez avec une certaine sérénité. Parce que de plus en plus, on le voit, hein, ça monte aussi, hein, lorsqu'un agent, aujourd'hui en jurisprudence, il y a ce que l'on appelle le délit de complicité. Le délit de complicité. Le délit de complicité, ça veut dire que si un agent ou un adjoint ou un conseiller municipal fait une connerie sur le plan du conflit d'intérêts, de la prise illégale d'intérêt, non seulement la personne va être ennuyée, mais le maire ou le président sera aussi sans avoir été forcément investi par son collègue, hein. Donc, il faut être très, très attentif à ça. Donc, il vaut mieux faire une demande, ça ne coûte rien et ça vous couvre. Bon, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un portable qui sonne quelque part. Bernard? Oui, donc toujours Bernard Bouvier, comment peut-on vous solliciter par mail? Alors, tout cela, oui, par mail. Je pensais que on vous la passera à l'adresse, hein. Mais oui, par mail. J'ai un mail spécifique pour la saisine des déontologues élus. Oui. Merci. Je pense que au niveau de l'AMF, vous devez l'avoir, mon adresse courriel, hein, mes chers collègues. Oui, oui, monsieur Office, on en dispose. Oui, oui. Okay. Donc vous la passerez à monsieur Bouvier. Merci. Oui, j'avais une question. Je vous écoute. André Bertrand, je suis premier adjoint à la mairie d'Alban. Le cas classique, je ne sais pas si on peut l'évoquer au cours de cette réunion, ce sont les subventions aux associations, où les élus peuvent se trouver en position de conflit d'intérêts. Alors, il y a quelques avis divergents. En principe, si on est par exemple président ou membre du bureau d'une association ou du conseil d'administration, il paraît évident que l'on est en conflit d'intérêts. Lorsqu'on est simplement membre adhérent d'une association, est-on en conflit d'intérêts ou pas? Quel est votre avis? Alors, moi, à mon avis, il est plutôt rigide, mon avis. Tout d'abord, revenons à la base. Il faut bien regarder si l'élu en question a été désigné de façon réglementaire pour représenter la commune à une association. C'est possible. Il y a des associations où il y a des élus qui sont désignés par la collectivité pour y siéger. Là, la jurisprudence est assez, assez claire en disant à partir du moment où l'élu est désigné par sa collectivité, effectivement, il peut siéger et il n'y a pas de déport particulier.
sur je dirais, la vie de tous les jours. Effectivement, dans les petites collectivités en particulier, bien souvent, des élus sont dans les structures. Pour ce qui me concerne, ma réponse, c'est qu'il soit président ou qu'il soit simple membre, moi, je conseille de faire un déport. Je conseille à l'élu de se déporter. C'est trop sensible aujourd'hui, soit de la part de l'opposition, soit de la part d'une association, comment dire, concurrente à l'association en cause, d'aller mettre ça en contentieux. Et si ça va en contentieux, globalement aujourd'hui, le contentieux est perdu pour l'élu. Donc moi, je conseille, lorsqu'il y a ce type Alors je sais que, parce qu'on en est là aujourd'hui, hein, le déport commence seulement à rentrer dans les têtes. Hein. Jusqu'à présent, on faisait ça entre nous, s'il n'y avait pas de déport, on fermait les oreilles, etc. Non, aujourd'hui, c'est fini ça. Et non seulement il doit y avoir ce déport, monsieur le maire, mais il doit y avoir même, on quitte la salle. On quitte la salle. Pourquoi on quitte? Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas Claude Beaufils qui le dit. Là, la jurisprudence, elle est très claire aussi. Il y a une élue dans une collectivité qui était en conflit d'intérêts par rapport à un dossier. Donc, elle se lève et elle va s'installer derrière le siège du maire. Alors là, je peux vous dire que le juge, il ne l'a pas loupé. En lui disant que la position qu'elle avait prise, elle permettait encore plus d'influencer la décision. Donc, il faut être attentif à tout cela. Et non seulement il doit y avoir déport, mais allez, vous quittez la salle, vous allez prendre l'air 5 minutes, le temps que la décision soit posée, puis vous rentrez. Voilà le conseil que je vous donne, moi, parce que de plus en plus, c'est sensible. Hein. Au-delà, Pardon. Oui, pardon. Concernant, dans nos communes rurales, concernant les associations, ça concerne des sommes relativement modestes, mais moi je suis un peu perturbé par un conseil municipal qui est composé de propriétaires fonciers et qui va parler d'urbanisme. Absolument, pareil. Oui. Et donc là, les sommes en jeu sont conséquentes. Et il peut nous arriver, quand on a notamment pas mal d'agriculteurs dans un conseil municipal, d'avoir des problèmes de quorum. Si on enlève tous les gens qui sont, qui sont propriétaires fonciers sur la commune, ça peut devenir relativement difficile. Absolument. Vous avez posé une bonne question que j'ai traitée avec une commune d'un autre département récemment sur un PLU. Et d'ailleurs, alors, le maire louait les locaux sur une parcelle agricole, un de ses adjoints qui voulait lui la récupérer pour la vendre à un conseiller municipal. D'accord? Et ils étaient en pleine révision du PLU. Donc, je dis à monsieur le maire, arrêtez tout ça, vous allez avoir des problèmes. Et en plus, il me dit, le cabinet de conseil que l'on a pris vient rendre ses conclusions, c'était la semaine suivante. Je dis, monsieur le maire, non seulement vous, mais également les deux autres élus, vous n'allez pas siéger, vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas participer, parce que le conflit d'intérêts, ce n'est pas forcément tel qu'on vient de l'écrire, c'est simplement de participer à une réunion. Vous aurez des informations qui peuvent vous permettre, effectivement, en particulier dans le cas de l'urbanisme. Alors, on se heurte, effectivement, à ce que vous avez dit, au problème de quorum. Donc là, la législation et puis la haute autorité en particulier demandent à ce que, de regarder les élus les moins concernés par cette affaire pour que vous puissiez délibérer, effectivement. Et puis, celui qui est le plus concerné, il va sortir, puis il reviendra après parce qu'il est moins concerné. Voilà. Mais effectivement, c'est une cavalerie qui aujourd'hui est très complexe et je comprends votre position. Mais faites très attention parce que dès l'instant que ça reste dans nos tribunaux administratifs, je vous dirais, il y a, même si on est en contentieux, c'est toujours. Mais si jamais ça va au pénal, je peux vous dire que le juge judiciaire aujourd'hui, s'il peut se mettre un élu au porte-manteau, c'est l'expression que je prends, moi, il ne va pas le louper. Hein. Et lui, le juge, il a seulement besoin du doute. Il n'a même pas besoin de justifier, il doute. En disant, ah, mais attendez, l'élu, il a participé à la réunion, donc il était au courant, il a eu des informations particulières. Donc voilà, soyez. Alors je sais qu'en vous disant cela, je ne satisfais pas totalement la problématique que vous posez, mais je vous prends plutôt une position, rigoriste pour vous protéger en tant qu'élu. Moi, je préférerais que vous ayez un quorum plus sain,
que d'avoir un quorum plus 5 et puis que vous soyez ennuyé. Donc, faites attention. Et même si jamais vous avez ce type de situation, dans le compte-rendu du conseil municipal qui aura traité de ce problème, signifiez bien que un tel est sorti, mais qu'il est rentré parce qu'il est moins concerné, etc. Un peu ce que je veux vous dire. Protégez-vous comme ça, parce que si un jour il y a un contrôle, que vous ayez des bives, que vous ayez un dossier derrière. Voilà. J'avais une question. Dites-moi. Oui, André Bertrand, toujours. Le début de votre réponse sur les associations me conduit, en fait, j'avais pensé également, à vous poser la question suivante sur les conflits d'intérêts entre structures publiques. Par exemple, on a une convention au sein de l'intercommunalité. Si on est éventuellement, par exemple, conseiller communautaire et évidemment représentant aussi de la commune concernée. Et là, on a une convention entre les deux structures publiques, la commune et l'intercommunalité. Il peut y avoir conflit d'intérêts. Quelle est la position Alors, d'abord, le conflit d'intérêts, la définition du conflit d'intérêts, c'est lorsqu'une interférence est pointée entre un intérêt public et un intérêt privé, ou un intérêt public et un intérêt public. Hein. Il y a aussi le conflit d'intérêt public-public, qui, entre parenthèses, est une originalité française. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Dans d'autres pays, c'est privé-public. Donc, sur la problématique que vous posez, les conseillers communautaires, ça commence à s'éclaircir, c'est un peu plus clair. Dès l'instant où le conseiller communautaire est réglementairement désigné par la Comcom, il peut siéger sans problème. D'accord ? Il devra se déporter si jamais il est traité de rémunération et d'un contrat relatif aux emprunts. C'est précisé dans les textes aujourd'hui. Mais ce matin, conservé dans ma réponse qu'à partir du moment où l'élu a été réglementairement désigné, donc par délibération, pour représenter la Comcom dans une structure, il peut siéger. D'accord ? Oui, mais je comprends le point de vue. C'est le cas du conseiller communautaire qui est désigné ès-qualité comme un membre d'une structure qui est l'émanation de l'intercommunalité, par exemple. Et là, fait partie de la question. Alors, l'autre question que je posais, c'était la commune. Vous avez une convention conclue entre une commune et son intercommunalité. Et vous êtes représentant, enfin, vous êtes conseiller communautaire également, membre du conseil municipal de la dite commune. Donc, la convention, elle peut être particulière et ne concerner que cette commune-là au sein de l'intercommunalité. Là, on a un conflit d'intérêts public-public. Absolument. Donc là, c'est pareil. À partir du moment où l'élu a été clairement désigné par sa collectivité pour représenter au sein de l'interco, il est protégé sur le plan de la légalité, d'accord ? À partir de ce que je conseille, moi, lorsque j'ai ce type de questions, je conseille toutefois que lorsque l'élu va siéger ès-qualité à la communauté, à l'interco, si l'ordre du jour aborde des subventions pour sa propre commune, un achat, puisqu'il peut y avoir des achats groupés aussi, hein, qui peuvent intéresser l'ensemble des communes. En fait, en gros, en d'autres termes, tout ce qui toucherait sa commune de façon sensible, moi, je lui conseille de faire un pas de côté. D'accord ? C'est la procédure de déport, en fait. Pardon ? On applique la procédure de déport. On applique le déport, bien évidemment. Tout cela, si vous voulez, sur les questions particulières telles que vous les évoquez, ça, vous pouvez tout à fait me saisir. Moi, je vous donnerai par écrit les références et jurisprudences. J'en ai déjà traité quelques-unes de problématiques comme les vôtres. Mais de façon globale, vous retenez bien, hein, à partir du moment où l'élu est désigné ès-qualité, il a déjà une protection. Après, le deuxième souci, il faut qu'il regarde l'ordre du jour. Et si dans l'ordre du jour, il voit qu'il y a des dossiers qui concernent directement sa commune dans laquelle il peut être mis en porte-à-faux, je vous dis une subvention, la charge de l'intérêt, enfin un certain nombre de choses, à mon sens, ça vaut également pour l'achat public. Hein. Je viens de faire une réponse à un maire d'une collectivité qui est également vice-président aux finances dans la Comcom et qui siège à la CAO des deux. Je lui ai dit, faites très attention. Faites très attention. Moi, à la CAO, il faut être encore plus vigilant. Si jamais à la CAO, il y a une commune
une commune, pardon, une entreprise de la commune concernée qui candidate, moi je conseille à l'élu de faire un pas de côté aussi. Il sort là, parce que dans les petites communes, on sait très bien que le maire, il connaît. C'est pas forcément négatif ce que je dis. Hein. Le maire, il connaît les entreprises de sa collectivité, c'est clair. Donc, il peut, à un moment donné, il faut toujours penser à avoir un virage d'avance. C'est si jamais on va en contentieux. Tant qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Par contre, si vous allez si vous êtes mis en contentieux par rapport à cela, à mon avis, si vous êtes sorti, vous avez fait le déport, vous êtes tranquille. Parce qu'on peut très bien vous dire, mais attendez, vous avez participé à l'achat public pour une entreprise qui est du propre territoire de votre commune. Donc forcément, vous la connaissez. Vous avez dû manger avec l'employeur. Il y a une jurisprudence là-dessus. L'employeur, le maire jouait au golf avec l'employeur de la collectivité où il habite. Et il était pris en photo à la table, après le golf, au truc, en train de discuter avec. Eh ben, ça a été un contentieux et il a perdu. Donc, il faut être très attentif aujourd'hui. Hein. Oui, monsieur Secato. Oui, voilà. Juste donc pour question de sémantique par rapport aux élus donc dans la vie associative, qu'est-ce qu'on doit entendre, comprendre donc quand vous parlez de déport? Eh bien, on va prendre, si j'ai bien compris votre question, c'est un élu de votre mairie et siège également dans une assoce, c'est ça? Oui, Voilà. oui. Donc, si la mairie, par exemple, attribue une subvention à cette association, le jour où le vote de cette subvention à la sauce est présenté, je conseille à l'élu concerné de se déporter. C'est-à-dire de quitter, donc de lui faire quitter l'Assemblée. Absolument. Déporter, ça veut dire quitter en même temps. C'est Alors, synonyme. déporter, ça veut dire quitter. Il faut bien intégrer aujourd'hui. Hein. Le déport, pendant un petit moment, ça a été de dire je me lève de mon siège et je vais me mettre dans un coin me cacher dans un coin de la pièce. Non, 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 non. C'est vous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Vous le faites tous au moment du compte administratif. Oui, Vous tout à sortez, fait. vous sortez tous. Donc, appliquez la même procédure. D'accord? Il faut sortir de la salle 5 minutes, aller prendre l'air, boire un café, etc., etc. Et je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire sourire. J'avais un collègue magistrat à la Cour des comptes qui avait écrit c'est un amateur de polar, et qui avait écrit un polar, et dans l'intrigue du polar, le meurtre était commis au moment où le maire sort, au moment du compte administratif. Intéressant, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, juste pour une anecdote, quoi. Hein, on a été amené donc à faire le recensement donc de la commune là sur début 2024 et la jante recenseuse donc ça a été l'épouse donc du conseiller de mon adjoint. Et donc quand on a délibéré sur la rémunération, je l'ai fait sortir. Très bien. Voilà, je l'ai fait Très bien. sortir et c'est noté dans le compte rendu. Alors, vous faites bien de le préciser. Notez absolument dans le compte rendu ce type de prise de position. C'est très, très important. Bien. D'autres questions? Oui, j'avais une question supplémentaire, André Bertrand. Par rapport à l'intérêt de la nomination et de l'instauration du référent déontologue, il y a un effet indirect. Si un élu, par exemple, est mis en cause, bon, allons jusqu'au bout, sur prise illégale d'intérêt, s'il n'a pas consulté le référent déontologue, je suppose que le juge va le lui demander. Alors, c'est là aussi, excellente question, M. Bertrand. Ce n'est pas une obligation de consulter le référent déontologue. Mais lorsque le juge va appliquer la procédure, le juge, lui, il va dérouler la procédure. Au début, au milieu et à la fin. Et s'il voit qu'il y a eu sollicitation de référent déontologue, ça va changer forcément sa décision. Mais il verra quand même que la procédure a été comment dire, documentée. D'accord? Donc c'est un plus. Pour faire vite, c'est un plus. Quand vous avez un doute, demandez l'avis du référent déontologue. Ça ira dans le dossier, ce sera un plus si jamais il y a un contentieux derrière.
puisqu'il n'y a pas trop de questions, je vais en profiter pour évoquer une situation qui doit être assez fréquente. C'est le maire qui va au repas d'après-match une fois que son club a gagné. Dans ce repas d'après-match, il va forcément rencontrer toutes les entreprises du territoire qui sont sponsors. Et il va forcément, un jour ou l'autre, les retrouver dans un marché et elles vont répondre à un appel de la commune. Ça veut dire que potentiellement, on est tous bons pour la prison. Absolument, absolument, oui. D'autant, si vous voulez, dans le cas de figure que vous posez, donc il y a une commission d'appel d'offres. Dans cette commission d'appel d'offres, il y a le cas particulier que vous venez de mettre en évidence. Comment dire, une entreprise qui sollicitait n'est pas retenue. C'est par là que viennent les emmerdes, hein. Il va mettre ça en contentieux en disant mais c'est normal que ce soit l'entreprise X puisqu'on l'a vu après le match machin discuter avec le maire, etc., etc. C'est comme ça que naît un contentieux. Donc soyez effectivement. Alors effectivement, on est aujourd'hui on n'est plus dans le juste milieu là. On est en train de basculer effectivement dans quelque chose quasiment d'ingérable. Vous avez tout à fait raison. Mais moi, mon rôle là aujourd'hui, quand vous me posez la question, c'est plutôt de vous dire faites attention. Parce que s'il y a dans le cas que vous soumettez, là, si une entreprise n'a pas été retenue, elle peut très bien, comme argument, dire mais attendez, mais c'est normal, ils se connaissent entre eux. Regardez, en plus j'ai X témoins qui vont vous dire qu'ils ont mangé ensemble, ils se sont tapés dans le dos. Voilà. Donc faites attention effectivement à ça. Et c'est quand même absolument de la mission du maire de se préoccuper du milieu économique de son territoire. Et de connaître ces entreprises et d'essayer de les mettre dans des conditions de travail favorables. Tout le monde le considère qu'un bon maire est quelqu'un qui amène de la richesse sur sa commune. Et donc, on nous demande des choses absolument enfin, on ne peut pas concilier la chèvre et le chou, quoi. On n'y arrive pas. Là. Mais vous avez tout dit, monsieur le maire, monsieur le président, vous avez tout dit, sauf que en tant que maire, vous devez effectivement jongler avec ce contexte très très difficile aujourd'hui, ça je l'entends. Et bon, cela étant, enfin, je vais vous provoquer, hein, si vous m'en voudrez pas. Est-ce que c'est réellement un problème lorsque vous êtes président de la commission d'appel d'offres, qu'il y a une entreprise qu'effectivement vous connaissez un peu plus que les autres? Bon, bah, vous dites qu'effectivement, là, je passe le relais à mon adjoint et je ne suis pas là. Bon, ça prend 5 minutes et puis vous n'êtes pas emmerdé parce que sinon. Et de plus en plus, on va avoir ce type de problématique, hein. Mais vous avez parfaitement raison. Et si un jour vous me sollicitez, je vous donnerai la jurisprudence du terrain de golf où le maire joue au golf avec un chef d'entreprise local. Il n'y a pas de souci, ils se retrouvent au bar après le golf comme ils font souvent, et c'est là que des témoins ont effectivement pu dire qu'ils se connaissaient très très bien. Et le juge a retenu ça, effectivement, il a cassé la décision de l'appel d'offres. Donc soyez attentifs. D'autres questions, chers collègues? Non? Président, juste une remarque. J'ai laissé dans le fil de discussion l'adresse mail de M. Beaufils, celle sur laquelle vous pouvez le contacter, soit si vous n'avez pas désigné de référent déontologue et que vous souhaitez le faire et faire appel à M. Beaufils, soit si vous êtes en fait déjà en lien avec M. Beaufils pour le contacter et le consulter. Voilà, c'est sur le chat que vous pouvez consulter directement sur Zoom. Monsieur le Président, vous me permettez de rebondir? Je rebondis sur l'intervention, donc pas de souci. Mon adresse courriel est à dispo dans les conditions qui viennent d'être posées. Sachez que par retour, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis un garçon gentil, je ne laisse personne dans la panade, et comme il y a une obligation, je suis OK. Cela étant, vous vous rendez compte qu'avec plus de 200 conventions, 200 sollicitations, ça. Bon, moi, aujourd'hui, le retour d'information, grosso modo, c'est une dizaine de jours, voire 15 jours maxi, hein, ce qui me semble relativement correct encore aujourd'hui. D'accord?
mais je tiens à le préciser. Alors, quand il y a des urgences, puisque parfois il peut y avoir des urgences, il faut effectivement me le préciser en disant, ben voilà, j'ai une décision à prendre pour la semaine prochaine à telle date. Je vous dirai, je vous engueulerai en disant, attendez, vous pouvez pas, vous n'aurez pas pu vous prémunir, vous prémunir de ça et venir me chercher. Mais je fais en sorte, pour l'instant aujourd'hui, j'ai toujours donné les réponses dans les délais qui étaient proposés. Sauf que lorsque c'est une affaire qui effectivement peut être traitée de façon normale, bon, il faut compter entre 10 et 15 jours. Et s'il y a des papiers, des pièces particulières à récupérer, maximum un mois. Mais en tous les cas, ça ne dépassera jamais. Voilà. Oui, il y avait M. Escato. Voilà, Monsieur Beaufils, donc vous disiez à votre introduction que vous aviez 200 conventions en cours donc, dans la région Occitanie. Donc, à partir de cette vision, vous allez sans doute en avoir encore plus. Oui. Et vous arrivez à vivre, donc les journées font 24 heures, donc vous y arrivez. C'est aussi ça, quoi. À un moment donné, il peut y avoir aussi pour vous la saturation. Cher monsieur le maire, vous avez effectivement posé une bonne question. J'ai l'avantage d'être retraité, donc je gère mon temps, hein, d'accord? Ça, c'est un atout. Je ne pourrais pas le faire si effectivement j'étais en activité. Cela étant, entre les agents et puis les élus, effectivement, aujourd'hui, ça commence. J'ai une retraite active, je vais le dire comme ça, hein. Donc, oui, à un moment donné, je serai obligé de dire non, c'est vrai. Oui, je serai obligé de dire non. Alors aujourd'hui, j'ai tablé sur l'hypothèse que les élus, le déontologue élu, ils ne vont pas me solliciter. C'est le cas aujourd'hui. J'ai à peu près une quinzaine de dossiers. Mais effectivement, ça va monter en puissance. Et le type de réunion que nous avons aujourd'hui va conforter, d'accord, les élus à saisir le référent déontologue. Voilà, effectivement, à un moment donné, je serai obligé de dire non. Ouais, ouais, vous avez raison. Donc, les premiers servis, tant mieux pour vous. Mais la problématique aussi aujourd'hui, dans ce type, enfin, si je vous donne le fond de ma pensée, et comme je suis retraité, moi, plus personne ne peut m'emmerder aujourd'hui, donc je peux le dire. Je pense que le fait d'avoir positionné le référent déontologue différemment du déontologue des agents, c'est une connerie. Tout simplement parce que pour moi, il n'y a qu'une déontologie, elle est publique. Il n'y a pas une déontologie pour les agents, une déontologie pour les élus, si ce n'est que de casser encore un peu plus l'image d'intégrité des élus. Il fallait qu'il y ait une décision et que ça passe également par les centres de gestion. C'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas cette scission qui me semble pas bonne, hein, en tous les cas. Et alors, pourquoi? Parce qu'auprès du centre de gestion, moi, j'ai quand même la référence, comment dire, logistique, hein. Là, sur les déontologues élus, je n'ai pas de moyens. Je travaille avec mon ordinateur perso. Je n'ai pas tout le tirage papier non plus. Les 200, je vous dis des trucs tout bêtes, mais tout basiques. Les 200 dossiers cartonnés que j'ai fait pour les collectivités, c'est Bibi qui se les tape aussi, hein. Tout ça pour 80 €. Bon, voilà, à un moment donné, apparemment, je pense que, d'ailleurs, il me semble que il y a un projet de loi sur la fonction publique qui devrait remettre en cause cette législation en proposant à minima de la remonter aussi au niveau d'interco, ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Voilà. Donc, effectivement, vous avez, pour reprendre votre question, aujourd'hui, alors moi, j'ai pour principe, vous savez, moi, je suis de la vieille école, hein. Pour moi, la fonction publique, ça a un sens, c'est l'intérêt général, ça a du sens aussi. Donc, compte tenu que le marché des référents déontologues aujourd'hui, parce qu'on est tombé là-dedans, hein, avec la loi pour les déontologues élus, on est tombé dans un marché. C'est-à-dire que les communes, elles font leur marché en disant qui est dispo. D'ailleurs, ce qu'ont fait les AMF sur l'ensemble de la France, ils ont filé un certain nombre de noms. Écoutez, moi, je suis même aujourd'hui déontologue pour une ville qui ne trouvait pas de déontologue, de la région parisienne, d'accord? De la région parisienne. La ville de Trappes, pour ne pas la nommer. Personne ne voulait aller à Trappes. Parce qu'aller à Trappes, vous connaissez l'image, hein, de Trappes. Donc, une première fois, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est à plus de 1000 bornes, vous imaginez, etc. Oui, donc une deuxième fois, j'ai été rappelé par le cabinet du maire directement, en me disant, mais on travaille en visio et machin, et trucs à bidule, personne ne veut venir, il faut absolument qu'on ait un déontologue. Donc je suis aussi le déontologue de la mairie de Trappes, vous voyez. Donc mais ça peut pas, enfin le système, il est pas viable. Je veux dire, si aujourd'hui il y a un potentiel allez, je sais même pas s'il y a une centaine de déontologues disponibles aujourd'hui, donc effectivement, on se trouve pour l'ensemble des collectivités de France, ça pose un réel problème, bien sûr, bien sûr.
Bon, Donc aujourd'hui, pour terminer complètement, effectivement, j'ai trouvé la solution de dire aujourd'hui, je suis très occupé, mais je donne priorité à l'Occitanie. Mais même l'Occitanie, ça commence effectivement à croître et à embellir. Et à un moment donné, personnellement, je serai obligé de dire non, oui, bien sûr. bon. Et ensuite, donc, en suivant, quand vous estimerez que, au-delà du panel que vous aurez, donc quand vous estimerez que vous souhaitez passer à autre chose, vous nous préviendrez en amont. Mais bien évidemment, je suis un homme bien élevé. J'ai eu des parents qui m'ont bien éduqué et je suis un fonctionnaire, enfin, je suis un ex-fonctionnaire qui, je vous dis, pour qui l'intérêt public et le respect de l'élu fait partie de ma façon de vivre, de ma façon de fonctionner. Je veux dire, on est en Bon, démocratie à partir du moment où on l'oublie trop souvent aujourd'hui. Hein. En plus de toutes mes activités dont je vous parle, je forme aussi des fonctionnaires à la laïcité. Hein. Et donc, je leur explique. Je leur dis, moi, je ne suis pas là pour vous parler de la laïcité en tant que fonctionnaire. Effectivement, c'est l'objet de l'intervention, donc je vais vous en parler. Sauf que je suis aussi là pour vous parler de la laïcité dans la vie de tous les jours. Ça vous intéresse tous les jours, ça va intéresser vos enfants, ça va intéresser vos petits-enfants. Donc, intérêt général, moi, l'intérêt général. Donc, répondre à votre question, bien évidemment que je vous préviendrai avant de me sauver, si je dois le faire. bon, parce que j'ai fait comme mon collègue Alain Ricard, c'est que je vous avais sollicité par un courriel et puis bon, j'ai pas eu de retour. C'est pour ça que cette visio donc m'était indispensable. Et là maintenant, je vais vous réécrire. Quelle commune vous êtes, monsieur le maire? Agutz. Vous êtes sûr? C'était il y a un an. Ouais, mais ça me dit quelque chose, je ne vous ai pas répondu. Ou alors j'ai pas vu la réponse, quoi. Bon, écoutez, en tous les cas, il n'y a pas de mal. La visio qu'on a fait aujourd'hui, vous voyez, aura eu ce double ou triple intérêt. Resignalez-moi le fait. Hein. Une fois de plus, hein, je vous le dis, alors c'est pas du tout pour me cacher derrière mon beau petit doigt. Hein. Tout le monde fait des conneries et moi le premier, mais à partir du moment où on les reconnaît, c'est déjà un plus. Aujourd'hui, la visio permet de rectifier. Une fois de plus, moi je suis tout seul, effectivement. Je suis tout seul de chez tout seul. Hein. Là, je suis dans mon grenier là, avec mon ordi et je suis tout seul. Je fais Donc, les. je comprends à un moment donné, peut-être, donc, il y a des choses qui, enfin, quand on en a beaucoup, quoi. Oui, absolument, absolument. Donc, vous êtes passé au travers, mille excuses, mais c'est la séance de rattrapage. Pas de souci. À bientôt. Je vous en prie. D'autres questions encore ou on est arrivé au bout? Peut-être Aurélie Ragaru, qui est notre juriste. Peut-être Aurélie, auriez-vous une question, puisque vous êtes sans doute sollicité sur ces problèmes de conflit d'intérêts régulièrement? Oui, j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que j'ai apprécié. Bonjour, Monsieur Beaufils, du conseiller au téléphone de tout à l'heure. Ah, mais c'est vous! Oui, c'est moi. Oui, il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est des questions compliquées et la règle sur les associations, c'est vraiment le sujet le plus délicat puisque j'ai eu parfois des communes où on en arrivait sur certaines subventions à ne plus avoir un seul membre du conseil dans la salle si on respectait à la lettre les textes. Donc voilà, c'est vrai que malheureusement, on est obligé de faire un peu d'adaptation parfois, mais oui, la théorie est quand même assez rude. Et voilà. Après, pour vous rassurer, Monsieur Ballarin, sur les marchés, il suffit de respecter aussi à la lettre la réglementation. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors en pratique, c'est impossible, mais vous allez y arriver. Moi, je crois fort, je crois fort qu'on peut quand même faire évoluer les choses et les améliorer. Mais c'est vrai que c'est des sujets compliqués hein, sur ces conflits d'intérêts. Et malheureusement, on a des situations parfois un peu insolubles, je pense encore. Mais bon. Enfin, en tous les cas, moi, je suis ravi. J'ai perdu votre prénom. C'est comment votre Aurélie, prénom? Aurélie. Ravi de faire votre connaissance, Aurélie. de Effectivement, même, on s'est parlé au téléphone tout à l'heure de façon totalement impromptue. c'est ça. J'ai fait le numéro qu'il fallait pas faire, mais vous voyez, il y a pas de hasard dans la vie. Et moi, comme je vous l'ai dit, moi, je me régale de travailler avec les juristes, qu'ils soient des centres de gestion ou qu'ils soient vous. Je travaille aussi avec les juristes du 31, de la TD 31 aussi. C'est pas forcément l'ADM, mais enfin, je travaille ici avec eux. Et donc, oui, bien sûr, plus on est parce que bon, le droit, c'est une chose, l'analyse du droit, c'en est une autre, et l'interprétation, encore une troisième. En plus, moi, je fais pas partie des juristes froids.
Je les appelle volontairement comme ça. Moi, ils m'emmerdent ceux-là en disant c'est l'article L124 machin circulé, il n'y a rien à voir. Non, non, moi je fonctionne pas comme ça. Moi je dis toujours il y a un contexte. Et dans ce contexte, effectivement, il faut regarder l'application du droit. Et visiblement, Aurélie, vous êtes de cette école, donc on devrait s'entendre. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix en pratique. En tous les cas, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Bon, mais écoutez, si on en est au bout des questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Monsieur Beaufils, pour cette heure extrêmement agréable et instructive. C'est l'occasion aussi de remercier. C'est l'occasion aussi de remercier devant vous Aurélie, parce que depuis qu'elle est juriste, notre déontologue de fait, avant de vous solliciter à vous, Monsieur Beaufils, c'est Aurélie qu'on a sollicité pendant des années et qui nous a guidés sans doute bien, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mères tarnées qui est fini devant le juge. Donc sans doute que les conseils qu'a donnés Aurélie ont été judicieux. Et le seront toujours, j'espère. J'en doute absolument pas. Donc voilà, je vous remercie à vous, Monsieur Beaufils, à vous, Aurélie, à tous les collègues présents ce matin. Et mon téléphone, il faut vraiment que je l'éteigne. Un point, Jean-Marc, simplement pour préciser que suite à cette visio, Madame Angelbert va produire quand même un document également de synthèse, parce que on est quand même aujourd'hui autour de la table une petite vingtaine. Nous avons 314 communes et je vous passe en fait les intercos plus l'ensemble des autres collectivités. On manque quand même pas mal de monde à l'appel. Donc on va en fait produire à la fois effectivement cette visio qui sera donc bien sûr en replay, mais aussi donc une synthèse sur la base des questions et des réponses qu'a produit donc Monsieur Beaufils, à l'attention donc de l'ensemble des maires et des collectivités du Tarn. Voilà, je voulais juste préciser cela pour la suite. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci à vous toutes et tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.